Recording is on. Bonjour, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, tonton. Bonjour. Peut-être nous allons attendre un peu le temps que les autres nous rejoignent. Ok, d'accord. Charles, si c'est bon pour toi, à 10, on démarre. D'accord, ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous voyez mon écran. Bon, pas encore, attendez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Allô? D'accord. Alors, bon, si je peux démarrer, Sophie, c'est bon. Oui, oui, tu peux. Oui, oui. D'accord. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Charles Abdoulaye Ngom. Je suis en deuxième année de thèse à l'INRAE, à Montpellier, en France. Et je travaille surtout sur l'analyse textuelle pour la prédiction et la surveillance des crises alimentaires en Afrique de l'Ouest. Donc, pour l'instant, notre étude se porte sur le Burkina, mais on a d'autres ensembles de données. On a la volonté d'élargir nos méthodologies dans d'autres, euh, dans d'autres régions, que ce soit le Sénégal ou le Bénin ou d'autres, ou le Soudan, si vous avez suivi les actualités. Et voilà, donc je vais vous présenter juste une partie de notre travail qui a été effectué en début d'année. Et cette partie de travail fait partie d'un plus grand projet sur lequel on est en train de travailler jusqu'à présent. Donc, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas le droit de parler, mais que j'évoquerai afin que vous compreniez. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui concerne la détection d'entités spatiales ou
au niveau des régions de l'Afrique de l'Ouest, une problématique qui a peu à peu été résolue, que ce soit par les initiatives comme Massakane et d'autres chercheurs et équipes qui travaillent sur les langues sous-dotées. Mais ici, nous nous concentrons sur les données en français, puisque notre ensemble de données concerne la presse journalistique. Et qui dit presse dit la presse aujourd'hui, en tout cas qui est en ligne, est exprimée en français. Donc voilà. Alors, pour planter le décor, je vais d'abord expliquer un peu le cadre total de notre étude. Nous nous concentrons sur l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Donc déjà, d'abord, pour appréhender le sujet, il est important de comprendre ce qu'est une crise alimentaire. Donc, une crise alimentaire, elle survient lorsque les populations ne peuvent pas se procurer une nourriture suffisante pour mener une vie en bonne santé, de manière simple. Et la gravité de cette situation-là est évaluée à l'aide d'une mesure qu'on appelle la classification intégrée de la sécurité alimentaire qui a été élaborée par la PAM, le World Food Programme, et qui se base sur des indices de 1 à 5, où les phases 3 à 5 correspondent aux phases les plus graves, c'est-à-dire de crise, urgence à famine, et qui nécessitent vraiment une action immédiate. Donc, on a pu constater quelques situations similaires, que ce soit pendant le Covid ou bien pendant la crise du riz de 2009 au Sénégal, s'il y a des gens dans le mythe qui s'en rappellent, et, ou bien même la crise du coton au Burkina. Donc, on s'est rendu compte que la situation, particulièrement en Afrique de l'Ouest et au centre, est particulièrement préoccupante, car en 2023, on estimait plus de 40 millions de personnes qui se trouvaient dans les phases 3 à 5 de l'IPC, qui est un niveau historiquement élevé pour cette région. Et ici, vous voyez la carte à droite qui montre qu'il existe des risques similaires de malnutrition sévère dans tout le Sahel. Donc, vous voyez que cette carte met à l'évidence les zones où le problème risque de persister, en tout cas dans la période de soudure de 2025. Et on s'est rendu compte que, en fait, pour pallier à ce problème, aujourd'hui dans la littérature, les sources de données traditionnelles, que ce soit les enquêtes auprès des ménages, la télédétection, les données administratives, les données d'images satellites, sont importantes. Mais elles sont lentes et coûteuses à collecter à grande échelle. Parce que ce qu'on cherche, c'est de détecter des risques de crise alimentaire, des facteurs de risque. Et cela a soulevé la question qui guidera le reste de notre présentation, sur lequel le sujet s'appuie. C'est, en fait, pouvons-nous utiliser des signaux textuels évoluant rapidement, tels que les actualités, si je prends un exemple au Sénégal, que ce soit les données de l'Observateur, Sénéweb, etc., pour expliquer ce qui se passe, où et quand, et ainsi appuyer des décisions précoces et géographiquement ciblées, que ce soit pour le gouvernement ou bien les ONG qui s'y prêtent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les données d'articles de presse, ces facteurs de risque sont décrits. Et on a l'information qui est directement accessible et qui est facile à collecter et un peu plus facile à traiter que les données hétérogènes que j'ai dit au début. Et avec ces facteurs de risque-là, on a aussi leurs informations spatiales et temporelles. C'est-à-dire, pour un événement donné, par exemple, que ce soit l'inondation, on peut savoir où ça s'est passé et quand. Et ça, c'est assez précieux. Mais bien que l'information issue de la presse soit facilement accessible et peu coûteuse comparée aux enquêtes de terrain, les différentes informations spatiales et temporelles sont dispersées dans le corpus. Donc, c'est une problématique qui est assez courante en NLP. Et ici, globalement, notre contribution, en fait, ce sur quoi on travaille, en tout cas mon équipe et moi, consiste à extraire des événements structurés, que ce soit ce qui se passe, où ça se passe et quand ça se passe, à partir d'articles de presse, puis construire une structure de données telles que les graphes de connaissances, sur lesquels on bosse actuellement, mais j'y reviendrai, permettant d'expliquer les relations entre ces facteurs de risque
et la manière dont ils s'influencent mutuellement dans l'espace et le temps. On veut savoir, par exemple, à quel point un événement localisé, si je prends un exemple de Dakar, la capitale, influe sur un événement passe à, qui se passe à une échelle beaucoup plus petite, que ce soit un village ou bien une petite localité même de Dakar à l'intérieur. Donc, voilà. Et pour cela, il est important de géoréférencer ces événements-là. Donc, il nous faut relever ce qui se passe, où ça se passe et quand ça se passe. Alors, cette présentation se présentera uniquement la première partie, c'est-à-dire où ça se passe. Le quoi et le quand sont en développement et nous sommes en train de décrire un article sur notre prochaine contribution qui s'avérera plus intéressante et j'espère avoir l'opportunité après de vous le présenter. Mais ici, le plus important, c'est en fait d'identifier dans le cadre global de notre étude, d'identifier les zones exactes où ces événements peuvent arriver afin de permettre une analyse multi-échelle, une détection précoce et une réponse ciblée. Donc, les problématiques liées à la méthodologie aujourd'hui, c'est que en fait, on sait que nos modèles aujourd'hui et nos ensembles de données présentent une pauvreté de ressources à noter, qu'il y a une variabilité orthographique, surtout dans des noms de lieux. Par exemple, au Burkina, on sait que certains lieux aujourd'hui font référence parfois à des noms de famille. Ça, c'est une particularité en Afrique de l'Ouest et peut-être ailleurs, on dirait aussi. La plupart des modèles NER aujourd'hui sont entraînés en anglais, même s'il y a un pourcentage de l'ensemble de données qui est consacré au français. Et il y a des modèles aussi qui sont spécialement utilisés pour le français. Et voilà. Et tous ces problématiques s'inscrivent dans notre besoin d'une localisation sous-nationale pour déclencher dans notre gros système après des alertes ciblées avec que ce soit un graphe de connaissances ou peu importe. Donc, je ne sais pas si vous posez des questions en même temps, je serai ravi de répondre. Sinon, je peux continuer. Les travaux connexes concernant l'analyse textuelle pour les crises alimentaires nous montrent que les modèles ou bien les méthodes utilisées sont surtout des modèles qui se basent sur des données annotés, que la plupart des modèles utilisés sont, que ce soit les modèles tels que Distilbert, tout ce qui se base sur le modèle BERT pour la détection d'entités, et même d'autres études qui se basent aussi sur les modèles encodeurs-décodeurs, que ce soit ChatGPT ou modèle T5, etc. Et ces travaux aujourd'hui nous confirment en fait l'approche utilisée dans le cadre des crises alimentaires et qui permettent de voir aujourd'hui que l'exploitation de données textuelles combinée à l'exploitation de données d'enquête de terrain, administrative, d'images, etc., nous permettent de régler le problème ou de s'en approcher. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de voir est-ce que, en fait, les données textuelles à elles seules peuvent apporter quelque chose de plus ou bien même apporter une certaine efficacité par rapport aux méthodes actuelles qui se basent surtout sur des données d'enquête qui sont difficilement récoltables, qui prennent beaucoup de temps. Et voilà, donc notre ensemble de données aujourd'hui provient d'un... aujourd'hui, nous nous concentrons surtout sur le Burkina. C'est un choix, je ne dirais pas arbitraire, parce que puisqu'on a plusieurs ensembles de données qui concernent plusieurs régions, mais l'idée, c'est de voir déjà notre méthode, de l'appliquer à une région bien précise et après de le généraliser. Donc actuellement, nous nous concentrons surtout sur le Burkina, qui présente aujourd'hui une particularité dans sa couverture temporelle. On sait qu'en 2009 et 2008, on a eu beaucoup de facteurs de risque d'une crise alimentaire très aiguë, que ce soit la crise du coton, que vous pourrez voir sur Internet après. Et l'idée, c'est de voir comment, en fait, de toute notre méthodologie, après avoir détecté les entités spatiales temporelles et ce qui se passe, on voit, en fait, comment cette structure, ce graphe de connaissances se présente d'une région à une autre. Donc, nous avons 15 000 articles. Nous disposons de 15 000 articles de presse francophone issus d'un web scraping. Et nous avons mené des expériences. Une des expériences pour montrer le rappel
faible concernant les entités spatiales liées au Burkina qui sont présentes dans les articles de presse, et à prévoir une méthode de fine-tuning qui nous permettra de non seulement de détecter les entités spatiales au niveau du Burkina, mais aussi d'identifier leur label. Est-ce que ce sont des départements, des pays, des villages, des régions, des provinces? Et en fait, ce qui se pose comme problème ici, l'une des problématiques ici, c'est que la hiérarchie spatiale des noms de lieux est différente. On peut en citer trois, c'est-à-dire qu'on a la hiérarchie spatiale que la population connaît, la hiérarchie spatiale fixée par le gouvernement et la hiérarchie spatiale qui est fixée dans des outils de géocodage, que ce soit Nominatim ou OpenStreetMap, que ce soit OpenStreetMap par exemple, plutôt, excusez-moi, qui parfois présente une mise à jour assez lente. Donc, il y a certains noms de lieux qui ne sont pas réellement des régions, mais peut-être des provinces, qui ne sont pas réellement des départements, mais des villes, etc. Et nous avons fait le choix d'utiliser un référentiel statique issu du gouvernement qui nous permettra de fixer la hiérarchie de toutes les entités spatiales. Et ainsi, en fait, a posteriori, qui nous permettra en fait de lier chaque événement à son hiérarchie spatiale et afin d'avoir une analyse, que ce soit au niveau du département, au niveau national, au niveau village, etc. Donc, c'était une annotation manuelle. Et dans le premier, nous avons utilisé des modèles, nous avons choisi deux modèles, que ce soit Camembert et Gleiner. Pourquoi? Parce que nous avons des données en français et nous avons des entités qui ne sont pas très présentes dans les ensembles de données générales. Et nous voulions voir la capacité des modèles actuels à identifier des entités spatiales qui sont sous-représentées jusqu'à un niveau de granularité assez fin, comme les villages ou bien les provinces, et aussi voir quel est des deux modèles le meilleur dans un fine-tuning suivant la hiérarchie spatiale du lieu sélectionné, du pays sélectionné. Donc, voilà, nous avons utilisé, comme je le disais avant, nous avons utilisé Gleiner et Camembert. On a choisi l'un pour sa capacité à reconnaître des entités sur lesquelles il ne s'est pas entraîné du fait de son architecture, et l'autre par son avantage de langue. Donc, on sait que Camembert déjà n'est pas un modèle NER, mais nous avons pris celle dans la littérature, la version dans la littérature qui a été entraînée sur du NER, afin de tester leur extraction zero shot sur des données type uniquement liées au Burkina. Et là, je vais présenter les résultats plus tard. Donc, pour rappel, Gleiner, c'est juste un modèle NER qui a été introduit en 2023. Et le but, c'était de dépasser les limites des systèmes traditionnels à type fixe. Donc, on sait que traditionnellement, les modèles NER ne reconnaissent que des catégories prédéfinies, ce qui requiert de réentraîner le modèle pour étendre la typologie d'entités. Et ce modèle répond à ce problème-là. Donc, l'architecture s'articule autour de trois composants, que ce soit un encodeur textuel pré-entraîné de type BERT, qui produit des représentations contextualisées des tokens d'entrée, un module de représentation de segments, c'est-à-dire de span, si vous regardez l'article plus tard, qui calcule des embeddings pour des segments candidats de texte, et un module de représentation d'entités qui génère des embeddings pour chaque type d'entité recherchée. Et concrètement, l'entrée du modèle est construite en concaténant une liste de libellés de type d'entité exprimés en langage naturel, que ce soit personne, lieu, etc., avec le texte cible dans une séquence unifiée. Et chaque type d'entité est précédé d'un token spécial sans DC. Et l'encodeur bidirectionnel, qui est un BERT-like, c'est-à-dire c'est un encodeur basé sur du BERT, traite simultanément l'ensemble, c'est-à-dire type d'entité et phrase et texte, et produit des vecteurs pour chaque token de la séquence. Donc, on obtient ainsi d'une part, c'est ce qui est ici représenté dans le schéma, on obtient ainsi d'une part des représentations pour les tokens associées
au type, et d'autre part des représentations pour chaque token du texte. Et Gliner va alors extraire des segments, ce qu'on appelle span, du texte et les associer à des types d'entités via un mécanisme de mise en correspondance dans l'espace vectoriel latent. Donc, pour ce faire, le modèle calcule d'abord les embeddings de types d'entités en ajustant à l'aide d'un petit réseau feed-forward avec 2 couches, si je me rappelle bien de l'article, c'est ça. Et en parallèle, il va calculer les embeddings de segments de texte, les segments candidats de texte, un segment allant de un segment qui est représenté en concaténant l'embedding du mot de début et de fin. Donc ça, c'est un peu pour les explications techniques. Donc, une fois ces représentations obtenues, Gliner va évaluer pour chaque paire un score de correspondance en calculant le produit scalaire entre le vecteur de segment et le vecteur de type, puis en appliquant un sigmoïde. Donc, ce score va être compris entre 0 et 1. Et ce score va représenter la probabilité du segment, soit une entité de type tel, de type X. Voilà. Et pour doter Gliner de sa capacité, c'est-à-dire c'est un modèle open, c'est-à-dire ouvert à tout type, si je traduis en français. Les auteurs l'ont entraîné sur un large corpus couvrant un éventail très varié de types d'entités, dont les noms de lieux. Donc, on va tester sa capacité à reconnaître des entités d'Afrique de l'Ouest, spécialement du Burkina, afin de voir quelle est sa précision et son rappel. Et est-ce que c'est nécessaire de partir jusqu'à un fine-tuning? À droite, nous avons Camembert, qui est déjà, lui, un modèle de langue monolingue, c'est-à-dire uniquement optimisé sur du français. Et c'est ce qui a, à l'époque, en tout cas, guidé notre choix. C'était en fin d'année dernière. Et l'idée ici, c'est que il est pré-entraîné sur un large corpus francophone. Il tire parti de diverses optimisations, comme le MLM dynamique, c'est-à-dire le masquage dynamique, et il y a une suppression d'une tâche qui se faisait sur les autres modèles, c'est-à-dire la prédiction de la prochaine phrase, pour mieux modéliser le contexte des mots. Et ce modèle Camembert est basé sur Roberta. Et sa force réside dans la qualité des représentations linguistiques, particulièrement adaptées aux spécificités orthographiques françaises. Donc, nous avons pris une version qui a été entraînée sur du Name Entity Recognition. Et nous avons regardé premièrement s'il était capable aussi, lui aussi, de détecter des entités de lieux appartenant au Burkina. Donc là, je pense que j'ai oublié. Oui. Donc là, c'était un peu. Là, ce sont les avantages et les limites de Gliner. L'une des limites, c'est qu'il arrive mal à gérer les entités discontinues, même s'ils ont apporté par la suite quelques améliorations et quelques autres versions beaucoup plus récentes. Il était sensible à l'ordre de type dans le prompt, puisque la liste de types d'entités qu'on donne, c'est en langage naturel. Donc, c'est ça qu'on appelle prompt. Et leur version au début était réduite avec plus la performance baissée lorsque nous voulions détecter des entités, un nombre d'entités assez grand. Ici, plus de 30 types. Camembert, les avantages et les limites. Donc, l'une des limites, c'est qu'il est monolingue, mais dans notre cas d'utilisation, bon, ce n'est pas une limite en soi. Il nécessite un fine-tuning pour chaque tâche. Donc, c'est pourquoi j'ai précisé qu'on a pris une version, en tout cas l'une des versions les plus à jour, en tout cas pour le français, avec Camembert pour notre tâche. Et voilà. Donc, on a fait une extraction en mode zero shot. Puisqu'on a des données non annotées, nous avons essayé d'extraire des entités de type lieu. Donc, pour Camembert et Gliner, donc, nous avons spécifié, que ce soit dans le code, de détecter en fait les entités de type lieu. Et après avoir détecté cela, puisque les noms de lieux qui sont présents dans les articles de presse n'appartiennent pas toujours au Burkina, nous avons effectué un filtrage avec un outil de géocodage. Donc, pour toutes les entités qui n'appartenaient pas au Burkina,
elles étaient élaguées pour l'évaluation. Donc, l'idée, c'était de voir, en fait, à quel point, avec la vérité terrain, nous arrivons à détecter les entités du Burkina. Le fine-tuning a été une option et a été nécessaire dans notre gros contexte de crise alimentaire, puisque dans les résultats, je vais vous montrer après les résultats de l'extraction zéro chaude et ce pourquoi ça n'a pas été suffisant dans notre contexte, c'est que nous voulons une analyse multi-échelle. On veut pas seulement détecter les noms de lieux qui sont dans les articles de presse, mais on veut savoir à quelle hiérarchie spatiale elles appartiennent. Et ici, nous avons mené une stratégie de fine-tuning où, suivant la hiérarchie imposée par le référentiel, dont j'ai parlé là plus tôt, et il faut savoir que l'une des problématiques aussi des données d'articles de presse, c'est qu'ils couvrent beaucoup les grosses régions et le niveau national. Et les noms de villages sont moins représentés, les noms de provinces sont moins représentés, les noms de régions sont moins représentés que l'échelle nationale. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir un modèle qui nous permettra même de détecter, suivant le contexte dans lequel ce nom de lieu a été employé, l'entité correspondante, mais aussi son hiérarchie. C'est-à-dire, est-ce que c'est un village, est-ce que c'est une région, est-ce que c'est une province, concernant le Burkina. Après, l'une des limites de cette grande étude, j'y reviendrai, c'est qu'il est limité au Burkina. Après, c'est l'une des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Et on est en train de travailler sur la solution, puisqu'on est en train de travailler sur l'élaboration d'un graphe de connaissances à partir de données non structurées. Donc, voilà un peu. Les résultats de notre première étape montrent que nous avons une très grande précision au niveau de Glider, mais au niveau de Camembert, ceci manque. Par contre, Camembert arrive plus à détecter des entités appartenant au Burkina que Glider. Donc, même si, mais le rappel global reste faible. Donc, et c'est ce qui nous a conduit en fait à un fine-tuning, mais pas un fine-tuning classique, mais surtout, en fait, le faire reposer sur la hiérarchie spatiale de la région sur laquelle on se concentre pour l'élaboration de l'extraction des facteurs de risque alimentaire. Donc, voilà un peu l'intérêt du fine-tuning. Ici, on a des performances assez parfaites sur la plupart des entités, sauf au niveau du village, puisqu'il y a une spécificité que je n'ai pas mentionnée au niveau du slide du fine-tuning, c'est qu'on a mis sciemment des noms de villages qui n'apparaissaient pas, dans l'ensemble de données d'entraînement et de validation, dans l'ensemble de données de tests, afin d'évaluer en fait la capacité du modèle à reconnaître de nouveaux villages. D'accord? Et ce qu'on a appris aussi durant notre recherche, je pense que cette recherche elle date de janvier 2025, elle a été faite l'année dernière, que le nom de village ne cesse d'augmenter. Il y a toujours plein de noms de villages qui sont renseignés au niveau du Burkina. Donc, l'idée, c'était de voir est-ce que nous pourrions avoir un modèle qui arrive vraiment à détecter ces noms de villages-là, et puisqu'ils présentent, et comment, en fait, le modèle arrive à distinguer un nom de famille d'un nom de lieu. Donc là, ça revient surtout à la qualité de la notation. Nous avions passé plus de 3 mois sur l'ensemble de données afin d'améliorer cela, et nous avons eu quand même de bons résultats. Donc, pour les autres types de lieux, ce sont des listes finies. Sauf même avec leur variabilité orthographique, il n'y a pas 1000 noms pour désigner le Burkina, par exemple. Donc, voilà. Et ceci conclut en fait la première étape et montre non seulement en première partie à quel point les modèles, en tout cas à l'époque où, bon, je dis à l'époque, mais ce n'est pas si long, c'était en fin d'année dernière, que les modèles actuels à ce moment-là
n'arrivait pas vraiment à détecter des noms de lieux appartenant à l'Afrique, spécialement au Burkina, dans le cadre de notre grand contexte d'études, mais qu'aussi, en fait, que Camembert arrivait à être fine-tuné plutôt que Gleiner. Donc, ceci s'explique surtout, en fait, parce que à cause de l'algorithme qui est assez greedy au niveau de la sortie de Gleiner, qui n'arrive pas à détecter pertinemment les noms d'entités de livres avec la même quantité de données. Et aussi, ceci, c'était une limite qui a été mentionnée dans leur article, c'est-à-dire que le fine-tuning avec Gleiner nécessitait beaucoup plus d'ensemble de données, et c'est l'une des limites auxquelles on a fait face la dernière fois. Donc, les limites de notre approche, c'était que, en fait, notre étude se consacre uniquement au Burkina pour l'instant, et que, en tout cas, en ce qui concerne la détection d'entités géographiques, ceci se limite au Burkina. Là, on est en train de travailler sur une approche beaucoup plus globale et en train même d'écrire un article dessus. C'est pourquoi j'étais dit que peut-être je vais vous présenter plus tard les avancées et les modifications qu'on a faites sur notre approche globale. Que la première étape était en soi une limite puisque le géocodage ne nous permettait pas de... On avait une complexité assez... Dans le code, en fait, on n'arrivait pas à filtrer toutes les entités de lieux appartenant au Burkina. Et la variabilité orthographique est toujours quelque chose qui... une problématique auquel on fait face. Nous sommes aussi dans l'étape où on essaye de nettoyer et d'arranger notre ensemble de données. Donc voilà en soi les limites. Et les prochaines étapes, c'est, si je reviens au niveau de notre début de la présentation, l'idée c'était toujours de détecter le quoi, le quand et le où des événements liés aux crises alimentaires. Et là, nous avons déjà passé l'étape de la détection des entités temporelles, de la constitution des événements et tout ça, afin de construire un graphe de connaissances qui permettra l'explication des relations entre ces crises au niveau spatial et au niveau temporel. Donc, on se concentre, dans notre étude, en tout cas, on ne se concentre pas sur la causalité, mais surtout sur l'évolution ou bien le lien spatio-temporel de ces événements-là. Et ce travail ne se consacrait juste à la détection des entités de nom de lieu. Donc, c'était un travail assez simple qu'on a dû affiner après. Mais là, je ne peux pas trop parler des choses qu'on est en train de faire actuellement, à moins que ça soit publié, avant que ça soit publié. Et peut-être plus tard, je présenterai les résultats de notre approche globale. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Merci. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, que ce soit pas seulement même sur la détection d'identité ou bien même sur l'approche globale, je suis ouvert. Je pourrais en parler. Et voilà, merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci beaucoup, Charles, pour la présentation. Donc, vous pouvez ouvrir le micro, poser vos questions. Bonjour et ravi de vous revoir à nouveau, Charles. Merci beaucoup. Et très belle présentation déjà. Bon, personnellement, je n'ai pas de questions, mais je suis un peu curieux de savoir. Bon, vous avez parlé de graphes de connaissances, donc je suis un peu curieux de savoir comment comptez-vous élargir l'ensemble
de votre étude dans les autres pays en utilisant les graphes. Bon, malheureusement, d'après ce que j'ai entendu, c'est un peu la partie où vous êtes et qui n'est pas encore peut-être publiée. Mais personnellement, je suis un peu curieux de savoir parce que je suis un peu intéressé par les graphes et tout. Donc, mais sinon, très belle présentation quand même. Merci. Ok, merci. En tout cas, bon, pour les graphes, en fait, ça dépend de l'ensemble de données qu'on a et du contexte. Donc, je rappelle, le contexte ici, c'est qu'on est sur un ensemble de données qui n'est pas annoté, sur un ensemble de données sur lesquelles on se base pour construire un graphe de connaissances. Donc, pour rappel, on essaie de construire un graphe de connaissances à partir d'un ensemble de données textuelles qui n'a pas été annoté. Donc, les approches dans la littérature se divisent en deux, c'est-à-dire on a une approche qu'on appelle par pipeline, c'est-à-dire une approche divisée par étapes. On passe par la détection des entités, par la détection des relations et par la mise en place du graphe. Ça, c'est une étape. La deuxième, c'est d'avoir un modèle qui fait tout en même temps, c'est-à-dire un modèle à entité jointe. C'est-à-dire, avec l'inférence, on détecte non seulement l'entité de tête, l'entité de fin et la relation, et ceci nous donne nos nœuds pour le graphe de connaissances. Ici, comme nous avons des données non annotées, ce qui est préférable, c'est de partir d'une approche par pipeline à une approche jointe. Donc, on passe d'abord par la détection des entités. La détection d'entités spatiales a été faite comme je l'ai présenté ici, puis la détection d'entités temporelles, puis la détection des indices de risque. Et après, notre graphe de connaissances se veut spatial et temporel. Il est assez particulier, c'est-à-dire que suivant une phrase, papa est allé au marché, on ne veut pas avoir papa est allé au marché en deux nœuds avec une relation. Dans notre contexte, chaque nœud, c'est un triplet, c'est-à-dire c'est un graphe de sous-graphe. C'est-à-dire on a une inondation qui s'est passée à Dakar le 5 janvier. Et on veut voir comment ce triplet-là est relié, par exemple, à une entité pluie à Médina le 4 janvier et les mettre en relation. Donc, c'est dans cette approche, c'est dans cette approche pipeline-là que nous sommes. Et là, actuellement, ce que je peux dire, c'est que nous avons pu régler la détection d'entités spatiales au niveau du Burkina à une échelle beaucoup plus fine, c'est-à-dire dans le contexte des crises alimentaires, ce qui est bien, c'est d'avoir des réponses ciblées et des approches qui indiquent vraiment le niveau spatial lié à l'événement de crise alimentaire. Et ensuite, l'idée, c'est de voir tout au long, l'avantage dans une approche par pipeline, c'est que l'ensemble de données est annoté au fur et à mesure. Donc, on pourra entraîner un modèle qui directement nous permettra de détecter ce nœud, qu'on peut appeler triplet, constitué de quoi, où et quand. Et après avoir élaboré ce modèle-là, c'est ce sur quoi on travaille actuellement, donc je ne peux pas trop en parler. Et après avoir eu ce modèle-là, c'est à partir des nœuds détectés qu'on pourra construire notre graphe de connaissances. Maintenant, quant à la généralisation à d'autres lieux, l'idée, c'est en fait d'avoir un modèle qui est agnostique au domaine. C'est-à-dire, on va essayer déjà dans son entraînement d'intégrer d'autres données de différents domaines et qui nous permettent qui contiennent différents noms de lieux et qui nous permettra par la suite, si j'ai un ensemble de données d'articles de presse de Sénéweb, par exemple, je pourrais le faire passer par mon modèle et qui me détecte le triplet en question. Et ensuite, la mise en place du graphe de connaissance des lieux, etc., se base surtout sur la connaissance préacquise des crises alimentaires, mais aussi de la valeur sémantique des articles de presse. Est-ce que le contexte local lié à chaque événement détecté confirme ou infirme qu'il y a relation entre, par exemple, une pluie et une inondation, ou bien un événement climatique et les récoltes, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou bien si tu as bien compris. Oui, parfaitement. En tout cas, l'approche partant de la représentation jusqu'à l'inférence, disons jusqu'à l'extension dans les autres régions à l'air, voilà,
très puissant comme approche. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation et bien sûr, on reste excité de voir la suite et de lire vos potentiels futurs articles. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas si pour les autres, vous avez le lien de l'article, mais je pense que ça a été mis dans le groupe au cas où ça vous intéresserait plus. Donc, je suis ouvert à toutes les questions, que ça soit maintenant ou après. Oui, allez-y, je pense. Allô? Est-ce que vous l'entendez ou bien c'est moi qui ne l'entends pas? Non, on l'entend pas. Aziz. Hop, ok. Allez-y, ou bien vous pouvez écrire dans le chat si vous ne pouvez pas parler. Ça, je vais répondre à votre question. J'ai une question en attendant que va parler. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à adopter les graphes de connaissances au lieu d'utiliser les méthodes classiques? En fait, c'est pourquoi on vise à construire ce graphe de connaissances-là. Les graphes de connaissances sont déjà utilisés dans un contexte où les données et les relations entre ces données sont importantes. Sont aussi importantes que les données. C'est-à-dire les données en tant que telles et les relations entre elles sont aussi importantes. Donc, il est important de voir, non seulement de représenter ces données-là, et de voir à quel moment ils sont reliés. Donc, dans le contexte de crise alimentaire, nous, ce qu'on veut, c'est prévoir à partir des articles de presse comment se comporte un indice de risque à un niveau spatial, à un niveau temporel, mais aussi à quel point cet événement influe sur les autres. À quelle échelle spatiale son impact peut être évalué, etc. Donc, c'est pourquoi on a choisi le graphe de connaissances. Mais il y a peut-être d'autres structures de données qui sont beaucoup plus adaptées, mais aussi la littérature. Il y a plein d'exemples, que ce soit des études dans l'épidémiologie aussi, où en fait cet aspect cette structure de données nous permettrait en fait de représenter cette complexité de relations entre ces données-là. De plus, à partir de cette structure de données, il sera beaucoup plus facile pour nous, peut-être, avec un LLM plus tard, de détecter d'autres facteurs de risque dans différents contextes ou différentes régions ou différentes timelines. Dans le sens où, par exemple, certaines relations, le graphe de connaissances peut servir d'ontologie. C'est une structure de données aussi qui nous permet d'aboutir au graphe de connaissances qui nous permettra de valider certaines relations ou bien certains nœuds. D'accord? Donc, par exemple, on sait déjà que peut-être une récolte peut être liée à un événement climatique. Avec un LLM, on peut combiner cela et essayer de voir comment détecter d'autres événements de crise alimentaire dans d'autres textes et même des relations. Et ce graphe de connaissances-là peut nous aider à valider ces relations-là. Est-ce que vraiment un événement de crise alimentaire, tel que je peux prendre un conflit politique, peut influer sur une pluie? Ça, on sait que c'est faux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a la guerre qu'il y a une pluie. Donc, je vais dire ça comme ça. Mais c'est une relation qui n'est pas pertinente. Et donc, vu le risque d'hallucination des autres systèmes, donc on a préféré fixer une ontologie ou bien un graphe de connaissances qui nous permettra d'effectuer ce contrôle-là aussi.
Une autre question. Tantôt, je ne sais pas si j'ai bien suivi. Tu as parlé tu as dit que quand vous faisiez les tests, vous utilisez des noms de villes ou bien de villages qui n'étaient pas dans l'ensemble d'entraînement. Je Ouais. veux savoir si dans les noms de villes ou de villages du Burkina, est-ce qu'il y a une structure bien précise pour que le modèle puisse reconnaître en fait de nouvelles villes ou bien de nouveaux villages? Ouais, c'est suivant surtout la sémantique et la manière dont en tout cas concernant les villages, on a plus de 7000 villages. Concrètement, on a à peu près 9000 villages au Burkina. Et nous, dans notre ensemble de données, on a à peu près 7000 villages. Et c'est surtout suivant la sémantique. Par exemple, si je prends un exemple simple, ce qui revenait plus souvent de mémoire, c'était l'actuel Premier ministre Tetrus Zongo est parti dans une localité pour apporter des dons, etc. Et en fait, le mot Zongo peut faire référence à un village ou pas. Donc, c'était dans la qualité de l'annotation surtout. C'était en fait comment on va mettre en place, comment on va annoter de manière propre nos données afin d'aider le modèle à faire la différence entre les deux. Et l'idée après, c'est on a effectué des tests où, par exemple, un village pouvait être un nom de famille et une autre mention à côté de ce même village qui pouvait être réellement un village ou bien même une ville. Et nous avons vu que le modèle arrivait quand même à faire la différence. Et c'est pourquoi nous avons eu d'assez bonnes performances au niveau du fine-tuning de Camembert. Après, pour Gliner, je ne sais pas si je l'ai expliqué, c'est en fait, nous n'avons pas pu aboutir à une convergence qui était satisfaisante. Et plusieurs facteurs pouvaient expliquer cela. L'ensemble de données qui n'étaient pas assez suffisant par rapport, alors que pour Camembert, c'était largement suffisant. L'algorithme employé aussi pour le décodage pouvait rencontrer quelques difficultés à gérer des chevauchements ou bien des variations d'orthographe courantes. Donc, c'était vraiment un vrai problème pour Glider. Et c'est en ce sens où le fine-tuning de Camembert s'est mieux passé, quoi. Donc, là, j'extrapole un peu la question, mais en gros, c'est ça. D'accord. Bonsoir à tous. Vous m'entendez maintenant? Oui, bonsoir, on t'entend. Merci à M. Ngom pour cette belle présentation. Et moi, je suis burkinabé et je suis ravi de savoir que votre étude se porte sur mon pays. Ah, super. Et moi aussi, je suis un peu burkinabé, hein, on va dire. Ma grand-mère, elle est burkinabé. Ah, d'accord, super alors. Ouais. Bon, du coup, j'ai une petite préoccupation. OK. Et j'ai vu que votre étude s'est terminée récemment en janvier, si je ne Ouais. me trompe pas. Ouais. Or, pourtant, au Burkina Faso, en juillet, je pense, il y a eu un remaniement territorial Ouais. qui a apporté le nombre des régions de 13 à 17, OK. des provinces également de 45 à 47. Mhm. Et du coup, les noms de toutes les régions ont été changés. OK. Et aussi, le nom de certains villages, des provinces ont été changés. Je ne sais pas si cela peut affecter votre étude. Et si oui, comment vous pouvez pallier à ce problème-là? D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est pourquoi, en fait, là, j'ai dit que nous sommes en train de retravailler sur tout notre ensemble de données parce qu'on s'est rendu compte de cela. On s'est rendu compte qu'il y a eu un remaniement. Et en fait, nous, on s'est basé surtout sur... En fait, nous, il fallait un référentiel qui nous dise ça, c'est un village, ça, c'est un département, etc. Et on s'est basé sur un référentiel qui est daté de 2022, qui n'avait pas trop changé. Surtout pour les grosses entités, que ce soit les départements et les provinces. Et après, notre modèle, en fait, arrivait à détecter, même si on avait de nouvelles variations orthographiques de certains noms de lieux, arrivait à détecter certains noms de lieux. Maintenant, là, nous sommes en train de retravailler encore ce référentiel. Nous sommes en train encore de retravailler les annotations, en tout cas en ce qui concerne les entités spatiales, parce que nous avions avancé jusqu'à l'élaboration, la détection d'événements de crise alimentaire. Ce qu'on appelle événement ici, en tout cas dans notre contexte, c'est le triplé constitué de l'indice,
de son information temporelle et de son information spatiale. Et à partir de là, nous étions rendus compte que, en fait, nous, notre ensemble de données était consacré entre 2009 et entre 2008 et 2010. Donc, il y avait une certaine crise de coton à ce moment-là, surtout à la période de 2009. Même au Sénégal, nous avions une crise je crois, une crise du riz. C'est bon, pour les autres, ils connaissent, hein, je pense, c'est au moment où on a eu, après la Guana et tout ça. Et en fait, les noms de lieux qui étaient mentionnés à ce moment-là étaient assez fidèles aux noms de lieux par rapport à notre référentiel. Sauf que là, nous nous concentrons maintenant à la période de 2018, parce que la littérature en économie révèle qu'aujourd'hui, la période des conflits a beaucoup influé sur la crise alimentaire au Burkina. Et avec ça, nous avons eu les noms de lieux utilisés dans la presse ont changé cette année ou bien l'année dernière un peu. Donc, il y a eu quelques variations importantes. Donc, nous sommes toujours en train de travailler sur ce point-là. Après, notre modèle arrivait quand même à détecter cela, à détecter des noms de lieux, parce qu'il y avait des variabilités orthographiques, des noms de villages qu'il arrivait à détecter. Mais nous sommes en train de travailler sur cela, surtout au niveau de la notation, pour un peu parfaire l'approche. Est-ce que c'est bon? Ah, d'accord. Merci beaucoup. OK. Il y a une autre question ou c'est bon? Concernant le lien de l'article, bon, je viens de vérifier, mais je ne trouve pas ça dans le... Attendez. Si c'est possible de... Je vois ça. Je mets ça là. Est-ce que si je le mets dans le chat, c'est bon? Oui, c'est bon, oui, super. Merci. OK. En tout cas, nous sommes en train de travailler sur un article qui parle surtout de l'élaboration de graphes de connaissances à partir de données non structurées et non annotées. Donc, peut-être d'ici début janvier, si on aboutit à ça et que c'est accepté, je vous partagerai cela dans le groupe. Et on pourra parler éventuellement de la partie graphe de connaissances, que ça soit méthodologique ou thématique aussi. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier tout le monde. Sophie, tu es là. En tout cas, merci à toi. Merci pour l'opportunité d'avoir présenté l'une des premières étapes de mon travail de thèse actuellement. Et j'espère vous revenir pour de meilleures contributions, présentations, tout ça. Et merci pour vos questions aussi et votre présence.